Alors voilà, je suis Philippe Lazzaroni. Je suis très heureux d'être avec vous encore une fois cette année. C'est ma 8e ou 9e déjà. Enfin bref, depuis 2010, je ne sais pas très bien compter. FMConf, merci de m'accueillir parmi vous. Je suis très heureux. Donc, je suis de Direct Impact Solutions pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a quand même des nouveaux visages dans la salle. Et puis, on est une société qui est Platinum, dont la maison mère est basée au Canada. On a une activité ici à Toulouse également. Et puis, aujourd'hui, je vais vous présenter un topo, en fait, que je n'ai pas préparé. Ça a été préparé par mon éminent collègue, Weihao Ding, qui est d'origine chinoise et qui a tenu à vous parler. 欢迎来到 iFirm Conference， 感谢您参加 Flip 关于动态数据源的讲座，希望您能喜欢。Alors, il vous remerciait de me permettre de vous présenter ça. Alors, Weihao, chez nous au Canada, on appelle ce genre de développeur un five-tool player, c'est-à-dire un joueur d'équipe qui a tous les talents, qui peut jouer à toutes les positions dans l'équipe. Il est excellent dans tout et une de ses grandes qualités, c'est de produire du matériel technique de très, très bon calibre, comme l'article que j'ai donné en référence ici, qui, ben là, on ne voit pas très bien parce que je n'ai pas de talent avec les couleurs, le Doc 8174 que vous pouvez trouver sur la communauté. En fait, cet article technique a été nommé par le site de Review FileMaker Today comme étant l'article le plus populaire de l'année 2017. Et c'est super bien fait. Il y a des instructions pas à pas comment configurer les sources de données dynamiques avec des fichiers d'exemple. Et c'est l'inspiration du topo d'aujourd'hui vient de cet article-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui rend possible ces sources de données dynamiques? D'abord, je suppose que vous savez ce que c'est qu'une source de données, mais en quoi elles seront dynamiques et qu'est-ce que ça va nous apporter? D'abord, j'aimerais, d'entrée de jeu, vous dire que cette fonctionnalité spécifique-là a fait partie des feature requests que j'ai soumis personnellement à FileMaker depuis la version 10 à chacune des versions, pour finalement la recevoir avec la version 16. Donc, soyez patients si vous avez des features que vous voulez avoir. Continuez de les envoyer. Éventuellement, on finit par les récupérer. Elle est là depuis la version 16 et ça nous donne la capacité de définir une source de données au moyen d'une variable globale avec les deux signes de $. Et ça nous permet en fait de déterminer par script le chemin d'accès vers un fichier externe. Donc, lorsque l'on a deux fichiers FileMaker qui sont connectés entre eux et cette référence de fichier va être résolue à l'ouverture du fichier grâce à cette variable globale. On gère tout ça à travers la fameuse fenêtre de modification de la source de données qui est celle-ci. C'est peut-être un peu petit à l'écran, mais on voit bien que plutôt que d'avoir un chemin codé à la dure ici, on y place une variable avec les deux signes de $. Variable qui devra être déclarée à un certain moment pour que ça fonctionne, évidemment. Alors, comment ces sources de données, cette nouvelle capacité, c'est une toute petite fonctionnalité, très peu documentée, mais qui nous donne quand même beaucoup de possibilités, enfin au niveau du déploiement de nos solutions en particulier. Alors, je dois vous parler d'entrée de jeu de la séparation de données. Encore, vous allez me dire, parce que ceux qui m'ont vu il y a 2 ans, j'avais un topo qui s'appelait « Le réveil de la force » pour vous parler de la séparation de données dans un contexte de mobilité. Eh bien, ça prend tout son sens aujourd'hui parce que ça prouve que la force s'est bel et bien réveillée, parce que là, maintenant, on peut combiner les variables dynamiques avec cette notion de séparation de données. Et encore plus spécifiquement dans le cas de ceux qui sont des éditeurs logiciels, qui ont des solutions verticales et qui ont besoin de gérer des déploiements, des mises à jour de leurs solutions. Alors, en gros, ce qu'on fait, c'est que les développeurs qui ont une solution verticale et qui doivent modifier, améliorer leur solution peuvent donc travailler sur une version avec des données échantillons, par exemple, et distribuer la nouvelle version à tous leurs utilisateurs sans avoir à se préoccuper de la migration des données en utilisant la technique de source de données dynamique. Pour être un peu plus concret, imaginons un scénario où vous êtes un éditeur de logiciels et vous avez une solution verticale que vous avez développée dans un marché que vous maîtrisez, dont vous êtes l'expert. Vous avez vendu votre solution à plus d'une centaine de clients différents. Chacun de ces clients héberge sa solution FileMaker sur un serveur FileMaker en interne. Et
chacun de ces clients-là a un certain nombre d'utilisateurs qui, eux, se branchent à distance avec leurs appareils mobiles sur leurs serveurs FileMaker qui sont en interne. Donc, peut-être 10, 20, 30 utilisateurs par client. Donc, on se retrouve rapidement avec peut-être des milliers d'utilisateurs qui utilisent des solutions sur leurs appareils mobiles. Et si on s'inspire de mon topo d'il y a 2 ans, le réveil de la force, ben pour réduire la bande passante qui est consommée, on peut installer le fichier d'interface sur les quelques milliers d'appareils qui se connectent et avoir une séparation de données pour avoir les données hébergées sur les différents serveurs FileMaker. Tout ça ensemble, ça fait un gros déploiement. Et dans le passé, quand on voulait livrer une nouvelle version à tous ces utilisateurs-là, auparavant, bien, il fallait naturellement refaire 100 copies du même fichier d'interface avec les modifications à notre programmation et s'assurer de le distribuer correctement aux 1000 utilisateurs qui ont leurs 1000 appareils mobiles un peu partout pour que le fichier d'interface soit remplacé sur leurs appareils. Il fallait s'assurer donc, bien sûr, de livrer la bonne version au bon client. Mais maintenant, avec la source de données dynamique, on n'a qu'une seule version du fichier de l'interface. On n'a pas à se préoccuper de la connexion aux données, puisque la connexion aux données, elle sera paramétrée dynamiquement. On distribue le fichier d'interface à tout le monde sans se préoccuper de refaire la connexion, parce qu'elle sera prise en charge de façon programmatique. Naturellement, il n'y a pas que il n'y a pas qu'un seul cas d'utilisation pour une solution verticale dans un contexte de séparation de données. Il y a plein d'autres cas d'utilisation pour ces variables, ces sources de données dynamiques. J'en ai répertorié 3 que je vais un peu vous illustrer par des exemples de situations concrètes qu'on a chez certains de nos clients. Donc, les données par succursale, les données actives versus données historiques et des données de production versus des données de test. Alors, prenons le premier exemple par succursale. On a ici développé une solution. Ce ne sont que des captures d'écran pour que ce soit moins plate pour vous de regarder à l'écran. Il n'y a pas de démonstration comme telle, mais ça, c'est une solution qu'on a développée pour le service de développement économique de la Ville de Montréal. C'est une solution de gestion de projet. Et quand les autres employés des autres départements de la Ville ont vu cette solution-là, ils ont dit « Mais c'est génial! Est-ce qu'on peut l'avoir pour gérer nos projets aussi? » Et là, le service du département a dit, ben oui, nous, on veut bien le distribuer aux autres départements, mais il ne faut pas que les départements voient entre eux les projets des autres départements, puisqu'il y a certaines données qui peuvent être confidentielles. Alors, ben pour eux, on envisage tout simplement de distribuer le même fichier d'interface à tout le monde, mais chaque département à la ville qui veut utiliser ce système-là aurait son fichier de données séparé, et simplement par la voie de la variable, on pointe vers le bon fichier de données pour que chaque département puisse recycler ou réutiliser le même système. Un autre cas qu'on a, c'est une entreprise dans le domaine de la construction, toiture, réfection de toiture. Alors eux, ça fait un certain moment qu'ils ont le système en main. C'est des feuilles des bons de travail, de la facturation, donc un système classique là, de gestion d'entreprise. Mais avec le temps, il y a quand même beaucoup de volume qui se crée, plusieurs milliers, sinon dizaines ou centaines de milliers d'enregistrements dans certaines tables. Le système devient un peu lourd. Et toutes les données qui sont là en historique ne sont pas utiles au quotidien par tous les utilisateurs. Et donc, on envisage, dans leur cas à eux, de carrément basculer entre les données archivées, l'historique, et les données actives. Donc, s'ils ont besoin de consulter les archives, ils vont au login faire le choix et charger le fichier qui contient seulement les données historiques. Ou sinon, s'ils veulent travailler sur les données courantes, choisir les données actives et on bascule entre les 2 fichiers de données, mais on a la même interface centrale. Et le troisième cas, c'est un système qui est présentement en développement pour nous-mêmes chez Direct Impact en interne. Vous vous imaginez, on a maintenant 29 employés. Gérer des employés, c'est quand même pas mal de boulot. On veut avoir un système ici qui va nous permettre de gérer l'historique des contrats de travail, des évaluations, des formations, des mesures disciplinaires pour nos employés récalcitrants et aussi leurs informations personnelles. Alors, le problème qu'on a avec ça, c'est que comme on est nous-mêmes développeurs de notre propre solution, ben, on a des développeurs en interne qui développent le système et qui vont l'entretenir. Mais évidemment, dans la solution, il y a les contrats et les salaires de leurs collègues. Alors, on avait un problème de dire ben, comment on va développer notre propre système sans exposer la confidentialité des données. Eh bien, c'est simple. On a séparé 2 fichiers de données. Il y en a un qui a des données échantillons. Quand les développeurs se loguent, le système reconnaît qu'ils
qui ne sont pas des utilisateurs autorisés, mais qui peuvent développer. Ils ont des données échantillons qui sont chargées. Et la vraie utilisatrice, qui est notre directrice des ressources humaines, elle, quand elle se log, ce sont les données de production qui sont chargées. Et dans le fichier de production, il n'y a personne qui a le mot de passe de ce fichier-là, à part moi. Donc, ils n'ont pas de possibilité d'aller rien modifier au niveau de la programmation, ni rien voir au niveau des données. Donc, on se sert des outils à notre disposition pour développer à notre avantage les solutions qu'on peut bien imaginer. Hier, j'avais une discussion avec l'ami Tanguy, qui, lui, me parlait d'une situation où il y a même une variable on ouvre un fichier avec une variable, puis l'autre fichier fait une autre référence dans l'autre sens. Donc, on peut s'imaginer que les variables se réfèrent entre elles. Je ne vous dis pas que ça fonctionne bien, mais je trouvais que c'était sympathique comme idée. Je ne m'étais pas imaginé qu'on pourrait faire ça. Mais effectivement, ça peut aller assez loin, le chargement de fichiers par variable. Alors, là, j'ai des petits problèmes dans mes slides parce que j'ai fait une bêtise en jouant avec juste avant le topo. Voilà. Alors, il y a un autre dernier cas qui est peut-être un peu plus particulier, plus spécifique, c'est celui des utilisateurs. Il y a des situations où on distribue nos solutions, puis on ne veut pas que les clients aient accès à la couche administration, à la couche programmation, où on bloque carrément les accès admin, mais où on veut peut-être permettre à l'utilisateur principal de gérer les sources de données vers différents fichiers. J'ai un exemple de ça, c'est une solution développée pour un franchiseur qui aurait plusieurs franchisés. On développe une solution dont on est propriétaire, puis on ne veut pas donner les accès nécessairement au client, mais on veut que le client puisse attribuer, gérer les sources de données de ces différents franchisés de façon autonome. Bien, on peut simplement, avec un peu de programmation, stocker les différents chemins des différents fichiers dans une table et par programmation, aller piger le bon chemin vers le bon franchisé et donner l'accès à cette table-là qui, elle, est dans la couche des données pour que le client puisse administrer lui-même, créer, supprimer ou modifier ces différents chemins par lui-même. Alors, j'ai une petite démonstration, très petite pour votre bénéfice personnel, qui est aussi un petit vidéo. Alors, j'ai 3 fichiers. Ce sont des fichiers d'exemple que vous aurez. Il y a un fichier d'interface et 2 fichiers de données. On se log une première fois dans le fichier au nom d'un certain Régent Pesant. Régent Pesant disait souvent qu'il n'en avait pas trop pour longtemps. Pauvre Régent. C'est une chanson québécoise. Alors, Régent Pesant, quand il se log, se charge le premier fichier de données et on va voir que sa source de données externe, elle est définie par une variable. Il n'y a pas même après le chargement, on ne voit que la variable. Il a 6 enregistrements dans un fichier qui s'appelle datasource 1. Et là, on voit les données sources derrière dans l'autre fichier qui a été chargé au démarrage. On recommence l'opération. On va se déconnecter et on se reconnecte toujours dans le même fichier d'interface, mais cette fois-ci, on va prétendre être un autre utilisateur qui sera cette fois-ci M. Jean Batailleur. Il était pauvre et sans le sou. Également une autre chanson québécoise. Alors, Jean Batailleur, lui, se log et ça ressemble en tout point, mais il n'y a pas le même jeu de données. Il y a 5 enregistrements qui ne sont pas les mêmes que les 6 autres. Par contre, sa référence est quand même la même variable globale, mais derrière, ce n'est pas le même fichier qui s'est chargé. C'est le fichier datasource numéro 2 qui a les 5 enregistrements différents. Donc ça, c'est une petite démonstration. Dans les fichiers d'exemple, ils sont débarrés. Vous avez tous les scripts qu'on a programmés, la mécanique, très bien commentés en mandarin par Weihao. Mais vous devriez pouvoir vous... Non, sans farce, il avait tout fait en anglais, mais j'en ai fait une version française que je pourrais vous distribuer. Alors, quelques considérations supplémentaires. J'en avais répertorié des considérations que quelques-unes parce que je croyais que j'avais que 15 minutes pour vous parler. Je suis déjà à 14 minutes. Mais on m'a dit que j'avais plus de temps. J'en ai quelques autres en réserve. Si vous avez des questions aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, tout d'abord, première considération, le chemin en question qui est résolu par la variable, il est résolu qu'une seule fois par session par référence. Une fois qu'il est résolu, le chemin est installé. Il ne faut pas s'imaginer qu'en cours de route, vous pourriez dynamiquement rechanger le chemin. Il faut fermer le fichier, fermer la solution et revenir pour recharger une nouvelle fois. Donc, c'est dynamique, mais seulement la première fois. C'est semi-dynamique. Sachez que cette nouvelle fonction-là fonctionne très bien si vous compilez votre application avec le iOS SDK pour FileMaker Go, en version autonome sur les appareils mobiles. On l'a testé, fonctionne au poil. En revanche,
si vous utilisez des solutions runtime, ça ne fonctionne pas. Ils ne l'ont pas porté sur le runtime. Évidemment, le runtime ayant été annoncé comme étant déprécié, il ne subit plus aucune amélioration et donc les nouvelles fonctionnalités comme celle-ci n'y sont pas portées. Alors, ce sera le temps de mes questions-réponses. Je n'ai pas de slide pour mes autres considérations techniques, mais je vais y aller de mémoire, là. Je vous dirais que présentement, sur les forums de la communauté, il y a quelques discussions. Il y a certaines personnes qui expérimentent des problèmes de corruption avec ce truc-là, qui est pour le moment pas élucidé. C'est-à-dire que pour des raisons plus ou moins obscures, à un certain moment, on reçoit un message d'erreur qui, par exemple dans la démo que je vous ai montrée, on aura un message qui dit que le chemin ne peut pas être résolu pour des raisons obscures. Il semble que ça arrive si vous avez un fichier déjà existant et que vous changez vos références de fichiers qui étaient déjà codées à la dure pour les remplacer par des variables globales, il semble qu'il y a quelque chose qui reste dans la cache derrière et qui parfois peut amener de la corruption. Donc, soit que vous commencez une solution à partir de zéro, ou soit que vous faites, si c'est une solution existante, vous faites un clone de votre fichier. Apparemment que faire le clone du fichier permet d'éliminer certaines zones obscures. Et par la suite, il y a moins de risques de corruption. Donc, si vous voulez faire ça dans une solution existante, faites un clone avant. Bonne pratique. Et par la suite, n'essayez pas de changer toutes vos références d'un seul coup. Faites-les une par une, testez, et faites un backup après chacune d'entre elles. Comme ça, si à un certain moment la corruption apparaît, vous pourrez reculer à la version précédente. Ça, c'est les petits conseils qui nous ont été... donc, on a découvert à force de jouer avec ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire par rapport à ça? Je pourrais aller voir mes notes, mais avant d'aller creuser, peut-être s'il y en a qui ont des questions, c'est le moment de les poser. Pas de questions, hein? Ça veut dire que vous n'avez rien compris ou que je n'étais pas intéressant. Vince? Est-ce que tu peux pas, une fois que tu as déclaré ta variable, tu peux pas la redéclarer ou la update, faire une mise à jour et avoir un autre chemin à un autre document? Non, effectivement, si tu déclares ta variable une première fois, oui. La variable, elle, tu peux la changer tant que tu veux, mais la résolution du chemin qui correspond, il est résolu une seule fois. Mais, une fois qu'il est résolu, il est établi pour la durée de la session. Alors, disons que tu as une solution qui est séparation. Nous, qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que si vous avez une table sur le graphe, oui. Okay, vous pouvez, une fois que vous avez utilisé cette table, oui. et même si vous fermez la fenêtre du document externe, ça ne se ferme jamais, ça reste caché. Ça reste hidden en arrière, oui. Mais masqué. Si vous utilisez la technique où vous n'avez pas la table sur le graphe et vous utilisez les card windows, ouais. vous pouvez fermer la fenêtre. Et je me demande à ce moment-là, la référence n'existe plus. Si vous pouvez faire une mise à jour et maintenant vous pouvez accéder à un autre fichier parce que n'existe pas. Le fichier n'existe pas. Je comprends ce que tu dis, puis je ne le sais pas. Faudrait le tester, mais effectivement, si je vous montre un peu là, ce qui se passe, vous l'avez sans doute pigé, mais ça va aider à comprendre. J'ouvre mon fichier de démo ici. On ne voit pas. Ah non, hein? Non. Je suis là, je me log avec Régent Pesant, qui disait souvent qu'il n'en avait pas trop pour longtemps. C'est une chanson de Paul Piché, s'il y en a qui le connaissent, un chanteur québécois. Alors, quand on se branche comme ça, effectivement, derrière ici, le fichier data source, qui est le fichier de données, oui. il s'ouvre, mais en hidden. Oui. Mais ça, c'est parce qu'on a dans le graphe une occurrence qui alors, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que si tu n'as pas l'occurrence sur le graphe, s'il n'y a pas d'occurrence sur le graphe ici, FileMaker ne fera pas nécessairement ce truc hidden-là. Oui. Et donc, potentiellement, si on essaie de réinitialiser la variable, ça peut peut-être pas causer le problème dont je parlais. On testera ça. Okay. Bonne observation. Les fichiers sources doivent être identiques au niveau de
de l'interface, pas de l'interface, mais même de la conception de... Ben, si, alors la question, c'est est-ce que les deux fichiers sources doivent être identiques? Si votre interface doit faire la même chose, naturellement, il faut qu'il y ait les mêmes rubriques, tout ça, mais peut-être par programmation, vous allez amener sur un autre modèle qui fait d'autres choses. Là. Donc, ce n'est pas nécessaire à 100%, sauf si votre interface doit faire la même chose pour les deux fichiers. Allô? Ah, je sais Oui, pas, j'avais quelqu'un derrière, mais je oui sais. c'est moi. Ah oui, Sylvain. Bon, Oui. moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste un cas d'utilisation que je fais. Lorsque j'ai des utilisateurs qui veulent, des nouveaux utilisateurs, j'ai un script, je prends une copie de ma base, j'y rajoute un préfixe, et au démarrage, je regarde le préfixe et j'ouvre les fichiers qui ont le même préfixe. Donc, en quelques secondes, je crée une base de test pour le nouvel utilisateur qui peut faire toutes ces bêtises, et à la fin de la journée, je l'efface. Et c'est très, très pratique parce que tu as une version de ton backup de la veille et ça se fait tout seul. Super. Donc, un script au démarrage, je regarde le préfixe et si j'ai plusieurs fichiers, je renomme tous ces fichiers-là avec le même préfixe et il construit les noms. Et comme ça, j'ai un jeu séparé et ça, je m'en sers régulièrement et ça marche bien. Voilà. Ben, très bien, merci d'avoir partagé ça. Il y avait deux personnes ici devant. Ouais, c'est aussi une remarque par rapport à la question d'avant. Ouais. Si tu as plusieurs fichiers qui ont une structure de données identique en termes de données, tu fais référence à ces deux fichiers. Mais par exemple, les rubriques peuvent s'appeler pareil, mais n'ont pas été créées au même moment, n'ont peut-être pas le même ID interne, etc. Est-ce que J'ai pas tu penses que ça va marcher ou pas? J'ai pas testé cette approche-là. A priori, quelqu'un aurait une hypothèse par rapport à ça? Ça pointait plus d'une façon efficace. Donc effectivement, c'est là où je me dis, est-ce qu'il faut effectivement on part d'un fichier de base de données, on le clone comme ça, il est vraiment identique. Disons à partir de là, on fait disons que nous, on a toujours tout ce dont j'ai parlé, qu'on a testé, c'était toujours des fichiers identiques. Ouais, je n'ai pas la réponse à ça, mais c'est par curiosité, je le testerai certainement. Ouais, d'accord. Merci. Il y a une autre question. Dans le modèle de séparation, donc quand vous allez donner les 100 utilisateurs leur nouveau base de données, ça veut dire que dans ce fichier, il y aurait tous les utilisateurs de toutes les entreprises et qui pointeraient vers le bon... donc il y aurait Jean, etc. Et ça pointe vers la bonne base de données pour créer cette bonne variable. Peut-être que ça peut être tous les utilisateurs, mais ça pourrait être des groupes là, où l'identité du client pointe. Parce que dans le scénario que j'expliquais, tu as 100 clients différents, donc il y a 100 fichiers de données. Mais il y a peut-être 1000 utilisateurs, mais il y a que... Et donc, il suffit que au moins les 100 clients existent, qu'il y ait une mécanique pour détecter à quel client l'utilisateur appartient par groupe pour charger le bon fichier de données qui correspond. Oui. Je viens de penser à un autre truc. On m'a demandé si on pouvait définir plusieurs variables successives dans la fenêtre de modification de la source. Oui, ça fonctionne. Ça va être résolu dans l'ordre comme ce le serait pour des chemins codés à la dure. Ben, c'est terminé dans mon cas, alors merci beaucoup.